Le mental. Comprendre ce qui pense en nous sans s'y confondre. Quand on commence à écouter le mental, quelque chose change. Il se met lui aussi à nous écouter. Pas parce qu'il devient plus sage, mais parce que la relation change. Qu'appelle-t-on le mental ? Le mental, ce n'est pas une entité vague, c'est une fonction. Il rassemble les pensées, les commentaires intérieurs, les anticipations, les jugements, les récits que l'on se fait sur ce qui arrive. Le mental ne vit pas le réel, il le traduit. Il met en mots, en images, en scénario ce qui est perçu, ressenti ou redouté. Il est un outil d'interprétation, pas une conscience. D'où vient le mental ? D'un point de vue scientifique, le mental repose sur la mémoire, l'apprentissage, l'association, la prédiction. Il s'est développé pour une fonction simple, assurer la survie et l'adaptation. Comparer, prévoir, éviter le danger, reproduire ce qui a fonctionné, rien de mystique là-dedans. Le mental est une machine de continuité. Il utilise le passé pour tenter de sécuriser le futur. Quel est son rôle réel ? Son rôle est clair. Analyser, organiser, anticiper, décider dans le champ pratique. Il est très efficace pour résoudre un problème concret, planifier, apprendre, structurer une action. Mais il n'est pas fait pour dire ce qui est vrai, définir ce que nous sommes, décider de ce qui a du sens. Quand on lui confie ces rôles-là, il déborde. Pourquoi le mental prend-il parfois toute la place ? Parce qu'il fonctionne en l'absence de repères intérieurs clairs. Quand il n'y a pas de stabilité, le mental compense. Il parle plus fort, il répète, il dramatise, il imagine. Non pas pour nuire, mais pour tenter de garder le contrôle. Plus on doute intérieurement, plus le mental cherche à prendre le relais. D'où viennent ces messages ? Le mental ne crée rien à partir de rien. Il travaille à partir de souvenirs, conditionnements, expériences passées, références culturelles, peurs non dirigées, désirs inassouvis. Il assemble, il compare, il extrapole. Ce qu'il dit parle souvent du passé projeté, pas du présent réel. Quelle référence utilise le mental pour nous parler ? Toujours la même, ce qui a déjà été enregistré. Le mental ne sait pas ce qui est juste. Il sait ce qui est familier. Il préfère une souffrance connue à une incertitude inconnue.
C'est pour cela que certaines pensées reviennent, même quand elles font mal. Pourquoi faisons-nous autant confiance à notre mental? Parce qu'il parle en « je ». Il utilise notre langue intérieure. Il se présente comme nous. Mais une pensée qui dit « je » n'est pas nécessairement ce que nous sommes. Nous faisons confiance au mental parce que nous n'avons pas appris à distinguer la voix de l'outil, de la position de l'observateur. Le mental est-il digne de confiance? Oui, pour certaines choses. Non, pour d'autres. On peut lui faire confiance pour organiser, calculer, mémoriser, structurer, mais pas pour définir notre valeur, dire ce que nous sommes, interpréter une émotion, décider seul de ce qui est vrai. Le mental n'est pas un guide intérieur, c'est un exécutant sophistiqué. Et si le mental n'était qu'une machine? Ce n'est pas une insulte, c'est une clarification. Le mental fonctionne comme un convertisseur. Il transforme une sensation en pensée, une émotion en scénario, une incertitude en récit. Mais il ne ressent pas, il traduit. Confondre la traduction avec le réel est la source de nombreuses souffrances. Sommes-nous notre mental? Si nous étions notre mental, nous ne pourrions pas l'observer. Or chacun a déjà fait l'expérience suivante. Une pensée apparaît, elle est vue, puis elle disparaît. Quelque chose a vu passer la pensée. Ce quelque chose n'est pas la pensée. D'où regardons-nous nos pensées? Depuis un espace plus simple que le mental lui-même, un point de présence, un lieu sans commentaire. Ce n'est pas un concept, c'est une expérience directe. Le fait de voir sans ajouter, quand cette position est reconnue, le mental perd naturellement son statut de chef. De la présence silencieuse à l'intention. À cet endroit, quelque chose d'autre devient possible. Quand il est clair que nous ne sommes pas nos pensées et que nous pouvons les voir apparaître et disparaître, un espace plus stable se révèle. Cet espace n'analyse pas, il n'interprète pas, il est simplement là. C'est ce que l'on peut appeler une présence silencieuse. Depuis cette présence, il devient possible non seulement d'observer le mental, mais aussi de donner une orientation à ce qui se vit. C'est là que l'intention entre en jeu. Pas comme une pensée de plus, pas comme un objectif mental, mais comme un sens donné depuis un point plus profond que le commentaire. L'intention ne vient pas du mental, elle vient de la position depuis laquelle le mental est vu. Pourquoi lui donnons-nous trop de place? Parce que nous avons appris à nous définir par ce qu'il dit. Je pense, donc je suis. Cette idée a laissé des traces. Mais penser n'est pas être. Quand le mental devient la seule référence, il finit par décider de tout. Ce qui est grave, ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine, ce qui fait peur. Il n'a jamais été conçu pour ça. Se positionner autrement face au mental, est-ce possible? Il ne s'agit pas de le faire taire, ni de le contrôler.
ni de le dépasser. Il s'agit de changer de relation, écouter sans obéir, observer sans discuter, reconnaître sans suivre. Quand le mental est vu comme un outil, il retrouve sa juste place. Une orientation simple. La prochaine fois qu'une pensée apparaît, au lieu de lui répondre, demandez simplement « D'où est-ce que je regarde cette pensée ?» Pas pour analyser, juste pour constater. Souvent, cela suffit à rétablir l'équilibre. Les pensées continuent, mais elles ne dirigent plus tout. Partie numéro 2. Le mental et la pratique de l'éclat initial. Redonner du sens à la pensée. Cette partie ne décrit pas encore la pratique. Elle en pose le sens et l'intérêt réel. Le mental n'est pas écarté, il est éclairé. La pratique de l'éclat initial n'utilise pas le mental contre lui-même. Elle ne cherche ni à l'arrêter, ni à le corriger, ni à le dominer. Le mental reste actif. Il pense, il réagit, il commente, mais il cesse d'être le seul point de repère. Dans la pratique, le mental devient quelque chose qui est vu, et non plus l'endroit depuis lequel tout est vécu. On ne cherche pas à arrêter de penser, on cherche à voir d'où l'on pense. Voir d'où l'on pense change la relation aux pensées. Lorsque la pratique commence, une chose simple devient perceptible. Les pensées n'apparaissent pas toutes seules. Elles surgissent depuis un certain point intérieur. Ce point n'est pas une pensée. Il est antérieur au commentaire. Il est plus stable que le flux mental. À partir de là, quelque chose change naturellement. Certaines pensées perdent leur autorité. Non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne sont plus centrales. Ce que sont les pensées vues depuis la pratique. Dans cette nouvelle position, les pensées ne sont plus prises comme des vérités à croire. Elles apparaissent comme des mouvements, des réactions automatiques, des formes conditionnées par l'histoire et le contexte. La pratique permet de rester présent à une pensée, sans la fuir, sans s'y perdre. L'attention maintient la présence sur un lieu intérieur précis. La pensée peut alors être perçue dans son espace et non plus comme un bloc compact. Ouvrir l'espace intérieur de la pensée. Quand l'attention est tenue, l'espace intérieur de la pensée s'ouvre. La pensée peut alors être ressentie dans sa dynamique, ce qui la déclenche, ce à quoi elle réagit, ce qui la motive, ce qu'elle cherche à dire, ce qu'elle oriente ou propose. Elle n'est plus seulement du bruit, elle devient porteuse d'informations. La pratique ne force rien, elle permet à la pensée de se dire autrement. Découvrir ce que nous sommes au-delà de la pensée. En même temps, une reconnaissance essentielle a lieu. Si une pensée est vue, alors elle n'est pas ce que nous sommes. La pratique rend visible ce point depuis lequel les pensées apparaissent et disparaissent. Ceux qui regardent n'analysent pas la pensée. Ils ne la jugent pas, ne la corrigent pas. Ils lui laissent de la place
sans lui donner tout le pouvoir. C'est à cet endroit que le mental cesse d'être seul. Attention et régulation naturelle du mental. Dans cette pratique, l'attention n'est pas une concentration forcée. Elle est une orientation stable. Quand l'attention est tenue sans crispation, le mental se réorganise de lui-même, non par contrainte, par cohérence. Les répétitions se relâchent, le bruit diminue, les réactions deviennent plus lisibles. De la compréhension à l'intention. À partir de cette position, l'intention devient possible, non comme une pensée supplémentaire, non comme un objectif mental, mais comme un sens donné depuis un espace plus large que la pensée. La pensée n'est plus livrée à elle-même. Elle peut s'aligner sur une direction intérieure. C'est là que quelque chose se libère. Les peurs perdent de leurs emprises. Les automatismes se desserrent. La signification devient plus claire. L'origine des pensées devient perceptible. La pensée n'est plus comprimée. Elle est libérée dans son expression. Pourquoi cette pratique est intéressante? Parce qu'elle ne cherche pas à améliorer le mental, elle cherche à remettre chacun à sa juste place. Elle permet de comprendre ce que les pensées expriment réellement, de ne plus confondre pensée et identité, de donner du sens au flux mental, de vivre avec les pensées sans vivre depuis elles. Ce n'est pas une maîtrise, c'est une clarification intérieure. La pratique de l'éclat initial ne change pas les pensées, elle change la position depuis laquelle elles sont vécues. C'est ce déplacement qui prépare l'expérience directe de la pratique.